Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui nous recevez de par le monde. Comme nous vous l'avons dit, nous sommes aujourd'hui, mardi 1er décembre. 1er décembre au Tchad, chacun a son analyse, chacun a son approche. Ici, sur Tchad Entreprise Web Radio, nous avons voulu, en cette journée du 1er décembre, pour lequel on commémore la liberté et la démocratie, parler d'un éminent professeur qui a disparu en 2008 et dont jusqu'à maintenant, il y a une espèce de silence radio entre le Tchad et la France. Nous avons comme invité le professeur Mohamed Ahmad Al-Habbo, qui est le secrétaire général du parti PLD, et Thomas Dietrich, qui a été à l'origine des dernières révélations qui sont sorties à travers les câbles diplomatiques. Donc, je ne me ferai pas plus royaliste que le roi. Je laisserai monsieur professeur Al-Habbo, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thomas Dietrich, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, monsieur Thomas, pour ceux qui nous suivent, au Tchad et à travers le monde, vous n'êtes pas parlementaire, vous êtes journaliste, écrivain. Comment vous vous êtes procuré ces câbles diplomatiques? Alors en fait, ces câbles diplomatiques avaient été demandés, puisque vous savez qu'il y a une mobilisation autour de la disparition d'Ibn Omar Mohamed Saleh, une mobilisation en France, notamment de parlementaires, et je pense à Jean-Pierre Sueur et Gaëtan Gors. Donc sous François Hollande, ces câbles diplomatiques avaient été demandés par un parlementaire, et le ministère des Affaires étrangères avait donné ces câbles diplomatiques qui avaient ensuite été transmis à la justice. Parce qu'il y a deux types de documents. Il y a effectivement ces câbles, ces télégrammes diplomatiques qui sont envoyés par l'ambassadeur de France au Tchad à l'époque, qui s'appelle Bruno Fouché, à sa hiérarchie au Quai d'Orsay. Et il y a une deuxième série de documents qui sont des notes confidentielles défense, secret défense de la Direction générale de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur français, qui proviennent du poste à N'Djamena à cette époque-là, qui ont été déclassifiés par une commission en 2015, c'est-à-dire qu'on a déclassifié certaines parties de certains documents, c'est-à-dire vous avez des notes où il y a des passages qui sont blanchis parce on a estimé qu'ils étaient trop confidentiels défense, et ces notes de la DGSE ont également été mises à la disposition de la justice. Donc ces documents sont tout à fait crédibles, authentiques. D'ailleurs, ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des personnes incriminées ou des personnes qui ont rédigé ces documents. Et ils nous apprennent quand même pas mal de choses sur la disparition d'Ibn Omar Mohamed Saleh. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qu'on savait, c'est que le 3 février, donc tout le monde sait, et je pense qu'au Tchad, les gens l'ont vécu, hein, il y a eu une attaque rebelle sur N'Djamena le 2 et 3 février 2008, que les rebelles étaient très proches du palais présidentiel, que Déby a réussi, avec le soutien de la France, à se sauver à la dernière minute. Et le 3 février, au moment où les rebelles se retirent de N'Djamena, Idriss Déby va en profiter pour faire du ménage non seulement chez les rebelles, mais aussi chez les opposants pacifiques qui n'étaient pas dans le même camp. Donc on va arrêter 3 opposants qui s'appelaient donc Lol Mamadou Chouane, Gardéji Oronga et Ibn Omar Mohamed Saleh. Ibn Omar Mohamed Saleh est arrêté le 3 février 2008 entre 19h20 et 19h30, et depuis, la version officielle, c'est qu'on n'a plus de nouvelles de lui, c'est-à-dire qu'il a disparu pour ses biens. Donc, il y a une commission d'enquête qui a été mise sur pied sous la pression internationale en 2008, et qui a conclu que c'était l'armée tchadienne qui avait enlevé Ibn Omar Mohamed Saleh, mais on n'en savait pas plus sur ce qui s'était passé ensuite. Et la France a toujours dit, notamment par la voix de Bernard Kouchner, hein, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, nous, on ne sait pas ce qu'il est advenu de Ibn Omar Mohamed Saleh. Sauf que ces télégrammes diplomatiques et les différents témoignages que j'ai pu recueillir, hein, qui sont apportés au dossier, montrent que la France savait beaucoup plus qu'elle nous voulait bien en dire. C'est-à-dire, en tout cas, des diplomates et des militaires français étaient présents, notamment Jean-Marc Gadoulet, hein, qui était officier de la DGSE, qui était chargé de l'encadrement de la garde présidentielle tchadienne, et Jean-Marc Gadoulet était présent au palais présidentiel dans la nuit du 3 au 4 févriir, au moment où Ibni a été amené au palais présidentiel, puisque c'est confirmé par des notes de la DGSE, donc il a été extrait de sa cellule pour être amené au palais présidentiel, et il est très sans doute mort là-bas des suites des tortures qui lui ont été infligées. Idriss Déby refusant
en présence de ces officiers français, de le faire transporter à l'hôpital où on aurait su qu'il avait été singulièrement malmené. Également, l'ambassadeur de France a toujours prétendu, notamment très rapidement après l'arrestation, le 5 février, Bruno Fouché dit « Nous, on ne peut pas confirmer ces arrestations, on se renseigne, mais on sait qu'il y a eu collusion entre les rebelles et les opposants pacifiques. » Alors, il y a deux informations dans ce que Bruno Fouché dit, et il y a deux mensonges. C'est-à-dire que la première, c'est qu'il était parfaitement au courant que les autorités tchadiennes avaient appréhendé les trois opposants dont Ibn Omar Mamad Saleh. Et la deuxième chose, c'est qu'il essaye de prouver une soi-disant collusion entre les rebelles et les opposants politiques. Alors qu'Ibni disait toujours nous condamnons la prise du pouvoir par les armes et nous condamnons la confiscation du pouvoir par les armes. Il ne se situait ni du côté du pouvoir ni du côté de l'opposition armée. Et à tel point que cette collusion n'a jamais pu être prouvée, puisque Bruno Fouché, devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale en 2010, française, a déclaré que cette collusion n'était jamais avérée. Donc l'ambassadeur de France couvre, en quelque sorte, l'exécution d'Ibni Omar Mamad Saleh. Et malgré tout ça, malgré la plainte qui a été déposée en 2012 par la famille d'Ibni devant la juridiction française, il n'y a eu aucune mise en examen. C'est-à-dire les officiers et les officiels français impliqués à cette époque ont été auditionnés par un juge d'instruction, mais depuis 2015, malgré les documents qui sont versés au dossier, malgré les indéniables contradictions entre les différents protagonistes de l'affaire, il n'y a eu aucune mise en examen, ça n'a débouché sur rien, et on se demande finalement si ce crime d'État n'est pas un crime de deux États, puisqu'il implique à la fois le Tchad et à la fois la France. Pourquoi la France cherche absolument à faire passer ça sous silence? Quel est son intérêt? Moi, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une raison, entre guillemets, géopolitique, c'est-à-dire que le Tchad est l'allié de Paris, très clairement. Idriss Déby est l'allié indéfectible de Paris dans la lutte contre le terrorisme. Et quels que soient les régimes qui sont succédés, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, que ce soit le Parti socialiste ou Thomas, à l'époque, on ne parle pas de Boko Haram comme maintenant, on ne parle pas de terrorisme comme maintenant, 2007-2008 encore, ça ne discute pas. Pourquoi la France veut absolument absoudre ce que je peux appeler les péchés d'Idriss Déby? Quel est son intérêt? Sachant que plus tard, ces informations vont sortir. Moi, je pense qu'effectivement, il y a la responsabilité d'Idriss Déby et de son clan dans l'assassinat d'Ibni, mais il y a aussi la responsabilité d'officiels français. C'est-à-dire que ça va quand même très loin. C'est-à-dire qu'il y a des officiers français qui se pointent au domicile de la famille quelques jours après l'enlèvement d'Ibni et qui disent que l'épouse d'Ibni doit aller voir Idriss Déby et dit qu'ils auront beaucoup d'argent. C'est quand même assez scandaleux que ce soit des officiers français, fut-il chargés dans des postes d'encadrement de la garde présidentielle tchadienne, se présentent au domicile d'un disparu et tentent en fait de corrompre la famille de ce disparu. Donc moi je pense qu'il y a des responsabilités très franches d'officiels français, pas dans la torture directe ni dans l'assassinat d'Ibni, mais en tout cas dans le fait qu'ils étaient présents ce soir-là, qu'ensuite on ait couvert le crime. Il y a une complicité évidente de l'ambassadeur, c'est-à-dire que l'ambassadeur n'arrête pas de mentir, de cacher la vérité, jusqu'à organiser une fausse rencontre entre une personne qui n'est pas l'épouse d'Ibni et Carla Bruni lorsque Nicolas Sarkozy se rend au Tchad en fin février 2008. Donc c'est vraiment toute une mise en scène pour faire croire que la France cherche la vérité sur ce crime, alors qu'au fond, on sait très bien ce qui s'est passé, on ne veut pas le dire, et on veut minorer les responsabilités de part et d'autre, à la fois d'Idriss Déby, qui est l'allié, puisqu'à l'époque, il y a le dispositif épervier, et aussi de Français qui auraient pu avoir des responsabilités. D'ailleurs, Jean-Marc Gadoulet est mis directement à la retraite de la DGSE ensuite, mais il a quand même continué une belle carrière, puisqu'il a été décoré par Nicolas Sarkozy dans la Cour d'honneur des Invalides. On le retrouve dans l'affaire des otages d'Arlit, les otages d'Arriva qui ont été enlevés par les islamistes, c'est-à-dire il fait partie d'une des deux filières de négociation avec les soupçons de détournement de la rançon. Donc ces gens-là n'ont jamais été inquiétés. Bruno Fouché, qui est ambassadeur à l'époque, a poursuivi sa carrière diplomatique. Il a été ambassadeur en Iran, de France en Iran, ambassadeur de France au Liban, ce qui sont quand même des postes très prestigieux. Donc finalement, on se demande si on n'a pas acheté le silence de tous ces gens-là. Est-ce que depuis, je vous prends encore une petite minute, est-ce que depuis que ces dernières révélations sont sur la place publique, est-ce qu'il y a des sources intermédiaires ou directes qui viennent déconfirmer ou infirmer le travail que vous avez fait?
Alors, bon, ça n'a été contesté par aucun des protagonistes. Moi, j'avais sollicité l'ensemble des témoins, c'est-à-dire que le travail qui a été fait, c'était d'essayer de retrouver le maximum de témoins qui avaient été présents dans ces jours-là ou qui auraient pu savoir des choses. Donc, c'est 80 à 100 témoins interrogés. Il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu parce que peut-être qu'ils se sentent mêlés à cette affaire. Mais il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Hein. Moi, j'ai eu notamment un officier français qui était au palais présidentiel et qui était de l'armée de terre, qui s'appelle Daniel Frère, et qui m'a dit que Jean-Marc Gadoulet, qui est donc l'officier de la DGSE, hein, qui est accusé d'être présent ce soir-là au moment de la mort d'Ibni, ne travaillait plus pour la France, mais travaillait pour d'autres intérêts, y compris d'Idriss Déby. Il trahissait presque son pays. Donc, il n'y a eu aucune affirmation, aucun droit de réponse, à mon sens, aucun procès en diffamation, parce que les documents sont là. Le but, j'ai peut-être un parti pris sur la situation tchadienne, c'est de montrer de manière la plus rigoureuse qui soit, document contre document, témoignage contre témoignage, ce qui est arrivé à partir de l'enlèvement d'Ibni Omar Mohamed Saleh, c'est-à-dire essayer de reconstituer ça, de reconstituer toutes les failles, tous les mensonges qu'ont pu faire notamment Idriss Déby, mais ça a presque une logique puisque c'est un dictateur et il tue ses opposants. Bon, on peut pas lui reprocher, c'est-à-dire il a une certaine logique, mais par contre que la France, qui est soi-disant le pays des droits de l'homme, se compromette dans l'assassinat d'un opposant pacifique, un opposant qui n'a jamais rien fait de mal, qui est un mathématicien, qui a été aimé de tous. Enfin, le professeur Alabo parlera beaucoup mieux que moi de ce que représentait Ibni pour les Tchadiens. C'est quand même quelque chose de scandaleux. Et ça doit interroger non seulement l'opinion publique tchadienne, mais l'opinion aussi publique française. Voilà, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy, parce que, in fine, Jean-Marc Gadoulet écrit un livre en 2016 où il raconte qu'il était en contact permanent avec Nicolas Sarkozy pendant l'assaut des rebelles sur le palais ces jours-là du 2 et 3 février 2008. Donc, s'il était en contact permanent avec Nicolas Sarkozy, est-ce que Nicolas Sarkozy savait que le sort qui était réservé à Ibni Mohamed Saleh? Honnêtement, c'est fort possible. Et ça, il y a une enquête de la justice qui devra le déterminer. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a posé une question parlementaire en ce sens, qui est justifiée par le fait qu'en 2010, il y a une résolution qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale française pour réclamer que toute la lumière soit faite sur le sort d'Ibni. Et c'est une des rares fois dans la Ve République que l'Assemblée nationale française, à l'unanimité, s'est mobilisée pour une personnalité étrangère. Donc, en vertu de cette résolution, Jean-Luc Mélenchon a interrogé Jean-Yves Le Drian pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça fait 5 ans que l'enquête avance plus. Où est cette exigence de vérité qu'à l'époque Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, avait promise devant la représentation nationale? Et il y a l'ACAT aussi, qui est l'Action catholique pour l'abolition de la torture. Donc il y a une ONG qui a répondu un communiqué qu'on a repris. Moi, je voudrais, avant de revenir au professeur Alabo, vous poser 2 petites questions. Est-ce qu'on sait exactement, nominalement, les personnes qui sont venues chercher le professeur Ibni Omar Mohamed Saleh ce soir-là? Je veux dire, dans les documents qui ont été produits. Alors, dans les documents, non. Il y a pas d'identité. C'est-à-dire, on dit c'est la garde présidentielle tchadienne. Il n'en reste pas moins que le dernier des fils d'Ibni, qui était présent ce soir-là à l'enlèvement de son papa, qui avait 14 ans, a reconnu Adam Touba, hein, qui est un des neveux de Déby, qui a été assassiné, il me semble, en 2017, fin 2017, qui était désigné comme le chef du commando. Et on a eu aussi au téléphone le fils de Brahim Itno, qui aujourd'hui exerce un poste à responsabilité au ministère du Budget. On l'a eu avec Makaïla, parce qu'il répondait pas à mes appels. Et on lui a demandé, mais est-ce que vous faisiez partie du commando? Et il a absolument pas démenti. Donc c'est ces 2 personnes-là qui sont identifiées. Les autres le visage était masqué, invisiblement par des chèches. Il n'en reste pas moins que c'est le premier cercle qui était autour d'Idriss Déby qui est parti chercher. Et ces documents-là le disent très clairement. C'est-à-dire que on sait que c'est le premier carcan. J'ai vu que dans une des reprises, en réponse des documents qui étaient sortis, je pense un des ITNO qui est aussi au niveau du Trésor ou des Finances, c'est que nous avons réglé ce problème-là avec la famille. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a une plainte qui est encore en cours en France, donc la justice suit son cours. Il y a la compétence universelle. Il me semble qu'un des enfants d'Ibni Omar Mohamed Saleh est français. Donc à partir de ce moment-là, la plainte a été classée sans suite au Tchad, je crois, c'était en 2013, mais bon, on sait très bien l'indépendance de la justice au Tchad, ce que c'est. Donc voilà, la plainte en France suit son cours. Elle n'est pas classée pour l'instant, même s'il n'y a plus aucune action qui est entreprise depuis 2015. Et ces nouvelles révélations devraient quand même interpeller une juge d'instruction si elle fait bien son travail, c'est-à-dire que reconvoquer les officiers français. Des responsables tchadiens se rendent aussi
en France, voilà, sur place, leur demander de venir, même s'ils sont pas sous passeport diplomatique, ça n'empêche pas de les convoquer. Or, pour l'instant, jamais cette démarche n'a été faite. C'est-à-dire, on n'a même pas essayé de convoquer, par exemple, Ismaël Chaibo, qui était le patron des renseignements à l'époque, qui est ministre de l'administration du territoire, il me semble, aujourd'hui, et qui est cité au premier chef dans l'assassinat d'Ibni, puisque c'est lui qui emmène Ibni à la présidence. Donc, effectivement, c'est-à-dire que on sait à peu près les responsabilités. Maintenant, ce qui reste à déterminer, c'est est-ce que les officiels français sur place, qui ne pouvaient pas ignorer la vérité, ont informé leur hiérarchie à Paris, et notamment Nicolas Sarkozy. En tout cas, à l'époque, Nicolas Sarkozy. Vous disiez que dans cette affaire, M. Mélenchon avait interrogé Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères et qui est supposé être une des personnes ou une des personnalités assez proches d'Idriss Déby. Quelle a été la réponse? À part ça, il n'y a pas de réponse. C'est une question écrite, donc ils ont 2 mois, je crois, pour répondre. Oh, ben, je suppose que ça va être une réponse très lignifiante en disant que la France s'intéresse beaucoup au sort aux droits de l'homme au Tchad et que la justice suit son cours en France. Bon, il faut savoir que quand même Jean-Yves Le Drian est très proche d'Idriss Déby. Hein. C'est quelqu'un qui se considère comme un ami personnel d'Idriss Déby, qui a été présent à son investiture en 2016, qui avait même interrompu ses vacances pour l'occasion. Il y a quand même un lien très fort. Et c'est vrai que moi, je me souviens, j'étais avec les enfants d'Ibni en 2010, il me semble, quand on était à l'Assemblée nationale, où les parlementaires socialistes, dans leur ensemble, avaient promis qu'une fois arrivé au pouvoir, il ferait toute la lumière sur le sort d'Ibni Omar Mohamed Saleh, parce qu'Ibni était membre de l'Internationale socialiste, en tout cas son parti, le PLD. Et une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, non seulement la lumière n'a pas été faite, mais il y a une véritable compromission entre Paris et Idriss Déby. Donc c'est ça qui est assez scandaleux. En clair, avant de venir au professeur, est-ce que ces nouveaux éléments permettent aujourd'hui de rouvrir l'enquête? Ah ben, une juge d'instruction devrait s'y intéresser. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez, moi j'ai pu avoir accès au dossier de l'enquête, quand vous avez Jean-Marc Gatoulet qui est interrogé par la juge d'instruction et qui dit, bah, écoutez, madame, moi je n'étais pas au palais présidentiel, j'avais quitté à ce moment-là, et il sort un livre 1 an plus tard en disant que moi j'étais au palais présidentiel, je veux dire, c'est quand même assez scandaleux. C'est-à-dire que les contradictions qu'il y a entre les télégrammes diplomatiques, entre ce que les officiels français disent, entre ce qui est la réalité et ce que j'ai pu recueillir comme témoignage, devrait amener quand même une juge d'instruction à se poser des questions. C'est-à-dire que, par exemple, l'officier que j'ai retrouvé, qui s'appelle Daniel Frère, qui est aujourd'hui en retraite, n'a jamais été interrogé par la justice alors qu'il était présent au palais présidentiel. Il y a plein d'officiers français dont on sait les noms, et d'autres on ne sait pas, mais en tout cas la justice pourrait y avoir accès, qui, à mon avis, seraient prêts à raconter des choses. Parce qu'il y a des gens qui... Moi, ce que me disait, par exemple, cet officier-là, il me disait, moi, j'étais au service de la France, j'étais fier d'être français. Alors, c'était pas un gauchiste, hein, c'était un vrai militaire, sans doute qu'il aidait peut-être Idriss Déby, mais il y a des gens, des officiers français, qui ne travaillaient plus pour la France, qui travaillaient pour leur propre compte ou pour on ne sait quels intérêts. Donc peut-être que ces gens-là, s'ils étaient amenés à témoigner devant une juge d'instruction, pourraient raconter des choses. Les officiels Bernard Kouchner, Nicolas Sarkozy pourraient aussi dire ce qu'ils savaient. Ils n'ont jamais été convoqués devant la justice française. Donc oui, ce travail-là aurait dû être fait. Il n'est jamais trop tard puisque ce crime est imprescriptible et c'est quand même la responsabilité de notre pays, parce qu'on a eu des compatriotes français qui ont été mêlés à l'assassinat d'Ibni, de faire toute la lumière, de permettre à ce que c'était un grand homme, voilà, on puisse lui rendre justice. Très bien. Professeur Mohamed Saleh, professeur Ibn Omar Mohamed Saleh, à la lecture ou à la limite, quand vous écoutez Thomas Dietrich, égrenez complètement cette histoire. Vous n'êtes pas glacé? Bonsoir tout le monde. Je voudrais, avant de commencer ou avant de continuer, saluer Thomas pour tout le travail, comme on appelle, des recherches approfondies qu'il a fait en allant écumer tous les télégrammes diplomatiques relatifs à cette affaire Ibni. Il en a recueilli beaucoup, mais pas tout. Et certains, ont été, comme il l'a dit tout à l'heure, blanchis à certains endroits et qui sont considérés comme secret défense. C'est la preuve en est que les deux pouvoirs, celui de N'Djamena et celui de la France,
bon, s'accusent de quelque chose et ils ont en conscience la mort d'Ibni. Et donc, sinon, ils n'allaient pas bon, blanchir certains télégrammes pour que certaines vérités ne sortent pas. Qu'à cela ne tienne. Nous, au niveau de N'Djamena, le 5. Je disais, avant que vous ne puissiez développer, est-ce que ça ne vous glace pas? Bien, c'est-à-dire que c'est pas simplement glaçant. Pour nous, il n'y a pas une affaire qui nous a aussi choqués, aussi troublés et qui nous a fait autant de mal que l'enlèvement et la disparition d'Ibni. Chaque fois qu'on se rappelle cette affaire-là, on a presque les larmes aux yeux. Donc, la disparition d'Ibni, bon, c'est quelque chose qui nous déchire le cœur. Voyez-vous, un professeur d'université, le premier Tchadien qui a soutenu une thèse de doctorat en mathématiques. On ne ramasse pas dans la rue des doctorats en mathématiques. Voyez-vous, le premier Tchadien. Voyez-vous. Et donc, ce monsieur-là, parce que, bon, il s'est engagé de façon pacifique pour son pays, pour que le Tchad devienne un pays de démocratie, un pays de liberté. C'est la seule raison. Il n'y en a pas d'autre. Et qu'on l'enlève en présence de sa femme, de ses enfants, de ses voisins, et on le liquide. Et on n'a donné même pas le corps à sa famille pour qu'il fasse le travail de deuil. Voyez-vous, c'est quelque chose d'atroce. C'est quelque chose de méchant. C'est quelque chose de terrible. Allô? Allô? Oui, ça va, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Ce n'est pas simplement glaçant, mais ça nous fait beaucoup mal, trop mal, la disparition d'Ibni. Et tant qu'on ne saura pas la vérité, on continuera la lutte pour que vérité et justice soient rendues et que, n'est-ce pas, les victimes soient dédommagées. Ça fait partie de notre sacerdoce, de notre combat de tous les jours. Et c'est pourquoi je voudrais, une fois, avec votre permission, donc remercier Thomas pour le travail accompli. Et vous savez que le crime, il est imprescriptible. Et les informations que Thomas a pu mettre à la disposition de l'opinion nationale, internationale, la justice française, la justice tchadienne, parce que, comme en France, au Tchad, également, le crime est imprescriptible. Et donc, malgré les non-lieux, n'est-ce pas, délivrés par les juges tchadiens, mais en principe, dès qu'un élément nouveau est versé, n'est-ce pas, dans le dossier, un dossier de crime, il n'est jamais fermé toute la vie, tant que la vérité n'est pas établie. C'est clair, mais le PLD, aujourd'hui, quelles sont ses dispositions pour avancer fermement sur ce terrain-là, qui est le terrain de la justice? Et si au Tchad, on sait que la justice étant ce qu'elle est, pourquoi ne pas venir déposer une plainte en France qui pourrait être appréciée à sa juste valeur? Bon, en France, il y a suffisamment de gens qui ont porté plainte et qui sont plus qualifiés peut-être que nous pour déposer des plaintes. Les propres fils d'Ibni a déposé plainte en France. La CAT, elle s'est jointe à la famille biologique d'Ibni pour déposer plainte. Eux, ils sont, les enfants biologiques d'Ibni sont plus qualifiés. Nous sommes sa famille politique, mais eux, ils sont ses enfants biologiques. Voyez-vous? Et donc, sa famille, elle est plus qualifiée peut-être que nous pour déposer plainte. La plainte, elle est là, pendante devant la justice française. Le dossier n'est pas clos. Il ne peut être clos parce qu'il s'agit d'un dossier de crime, et de crimes politiques, un crime crapuleux. Et donc, nous, au Tchad, le 5 février, l'ancien secrétaire général du PLD, Laokolé, et moi-même, nous avons déposé plainte contre X dans le cabinet de l'avocat d'Ibni en son temps, c'est-à-dire maître Bernard Padaré, qui était l'avocat d'Ibni, l'avocat personnel d'Ibni de son vivant. Et donc, vous savez plus tard que
M. Padaré nous avait fait faux bond et il est parti avec tous les dossiers se rendre, être l'avocat de l'autre partie contre laquelle nous nous plaignons. Et donc, nous étions obligés, naturellement, d'aller voir d'autres avocats. Et donc, nos avocats, à savoir Mme Kemleloum Delphine et Maître Jacqueline Moudena, qui ont suivi de bout en bout cette affaire, suite, n'est-ce pas, à la commission évoquée tout à l'heure par Thomas, une commission nationale, mais à laquelle ont participé, n'est-ce pas, des experts internationaux venus d'un peu partout et qui sont venus à la conclusion que les personnes qui sont venues arrêter Ibni ont été envoyées par le haut commandement parce qu'à cet instant, les chaînes de commandement au Tchad n'ont pas été rompues. Et donc, quand les militaires se déplacent et bougent en N'Djamena le 3 février vers 18h, ils sont en mission. Et c'est une personne qui les a envoyés pour arrêter les opposants. Et donc, vous avez cité des noms qui sont les mêmes qui circulent ici au Tchad, Adoum Touba, Idriss Mohamed Itno et bien d'autres qui sont venus. D'abord, ils ont fait le tour du quartier parce qu'ils ne savaient pas exactement la maison d'Ibni et tous les voisins les ont vus. Et quand ils sont venus rentrer dans la famille, le dernier fils d'Ibni, Samir était là, sa femme était là, ses cousins, ses parents, tout le monde était là. Et les gens se connaissent en N'Djamena. Les gens se connaissent, ils connaissent Kiki. Bon. Les autres militaires étaient en chèche, mais les chefs qui ont commandé, n'est-ce pas, l'opération sont connus de tous. Et donc, on a beaucoup de personnes ont été interrogées, écoutées, ainsi de suite. Et le juge a dit qu'il n'a pas des éléments suffisants pour dire qu'est-ce qui est devenu Ibni. Donc, le dépôt de plainte que vous avez fait contre X, jusqu'à présent, je pense que le juge n'est pas revenu vers vous pour vous dire qu'il y a une évolution dans l'enquête. Non, pas du tout. Il n'a pas dit formellement que il n'avait pas d'éléments pour appréhender un quelconque responsable militaire ou politique qui a commandité l'affaire ou qui a exécuté les ordres reçus de son commandement. Mais qu'à cela ne tienne... Allô, professeur Je reçois des appels tout le temps. Oui, vous m'entendez? Donc, je reçois des appels. Dès qu'un appel rentre, mon téléphone se coupe et donc je reprends. Donc, les juges ont décidé, je crois, ce matin, vous avez suivi Madame Maître Jacqueline Moudena parler de la justice tchadienne. Elle a dit que sur RFI, elle a été interviewée, elle a dit qu'au Tchad, malheureusement, le pays et la justice n'ont pas tout simplement cessé d'avancer. Ils n'ont pas stagné non plus, mais ils ont complètement reculé. Elle a dit encore mieux que la justice, elle est complètement inféodée au pouvoir exécutif et donc elle ne peut jamais dire le droit ni la vérité. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez que, comme je l'ai rappelé tantôt, tout crime est imprescriptible. Et étant imprescriptible, donc quel que soit le temps que cela prendra, ce dossier-là sera toujours un jour ou l'autre réouvert pour que justice et vérité soient dites devant pour cette affaire-là. Donc nous ne désespérons pas et donc en tant que famille politique d'Ibni, on attendra le temps qu'il faut pour que ceux qui l'ont arrêté, ceux qui ont donné les ordres soient jugés et condamnés pour un crime crapuleux. Très bien. Thomas, les députés, les sieurs et l'autre, comment voilà, autant pour moi. À la lueur de cette nouvelle affaire, quelle est leur position? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, juste avant de répondre, je vais tout de suite répondre, mais ce que disait le professeur Alabo, il y a quelque chose qui est très intéressant sur l'arrestation d'Ibni et sur les notes de la DGSE dont les parties sont blanchies. C'est-à-dire qu'il y a, dans une note de la DGSE, on lit « Il est passé quelques minutes après l'arrestation d'Ibni Oumar Mamad Saleh et a constaté un attroupement devant le domicile. Voilà, Ibni Oumar Mamad Saleh venait d'être arrêté par la garde présidentielle de Déby. » Sauf que le paragraphe précédent est blanchi.
Donc, on ne sait pas qui est ce il. Si un officier français se baladait le 3 février, vous vous souvenez de la, mieux que moi de ce qui se passe, d'ailleurs, c'était le chaos. Vous dites, c'est quand même grave. Ça veut dire qu'ils essaient de cacher pour que la vérité ne ressorte pas. Alors, s'il y avait un officier français qui était derrière le commando, parce que ça veut dire que ça, parce que le 3 février au soir, on faisait pas du tourisme dans N'Djamena. Je veux dire, c'était la guerre, même si les rebelles étaient sortis de la ville. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui est passé quelques minutes après l'arrestation d'Ibni et qui a constaté un attroupement devant son domicile. Et c'est marqué il. Et le paragraphe précédent est blanchi. Donc, qui est ce il? À mon avis, peut-être il en sait plus que ce qu'il en dit. Et pour vous dire à quel point les officiels tchadiens, les officiels français peuvent mentir, je vais prendre un autre exemple. C'est-à-dire que le 2 février au soir, on est bien d'accord que les rebelles étaient aux portes du palais pendant jusqu'au 3 à peu près dans l'après-midi. Et Bruno Fouché, l'ambassadeur de France, fait un télégramme diplomatique le 2 février à 18h alors que les rebelles sont à quelques centaines de mètres du palais présidentiel et préparent un nouvel assaut pour le lendemain en disant Idriss Déby est vainqueur, les rebelles sont en fuite, fuient en traversant le fleuve à la nage sur des motocyclettes, alors que c'est absolument pas la réalité. Et on sait très bien que Nicolas Sarkozy n'avait pas voulu au départ soutenir Déby, il avait refusé d'envoyer les avions français bombarder les colonnes rebelles. Est-ce que ces télégrammes diplomatiques mensongers, parce que moi j'appelle pas ça autrement, n'ont pas fait changer d'avis Nicolas Sarkozy, puisque dans la nuit du 2 au 3, Sarkozy demande à Mouammar Kadhafi de livrer des munitions en urgence à Déby pour lui permettre de tenir le siège. Il y a des hélicoptères pilotés par une société de mercenaires français qui décolle depuis l'aéroport tenu par l'armée française. Donc, ça montre à quel point ces gens-là sont capables finalement de mentir et ont pris fait et cause. Et ça, c'est pas que moi qui le raconte, c'est aussi Sonia Rollet qui était correspondante de RFI au Tchad à l'époque. Ces officiels français qui ont pris fait et cause pour Déby, beaucoup plus que beaucoup de Tchadiens d'ailleurs. Et la réaction, moi, j'ai pas de relation avec Gaëtan Gors, pour revenir à ta question. Jean-Pierre, je connais très bien Jean-Pierre Sueur et je salue vraiment son engagement de longue haleine parce que ce sont des dossiers très compliqués. Il y en a quelques-uns en France, le juge Borrell, les 2 journalistes qui ont été assassinés, français qui ont été assassinés au Mali en 2013. Ces dossiers-là sont éminemment sensibles et tout le monde a intérêt à ce qu'ils soient enterrés. Jean-Pierre Sueur, m'a dit qu'il va poser une question au Sénat et qu'il appuierait évidemment la justice, qui reste indépendante, mais en tout cas dans le travail qui devra être fait. Puisque j'espère que ces documents-là et ces nouveaux témoignages, permettront de relancer l'enquête et de faire justice. Comme le professeur Alabo l'a dit avant, l'ACAT s'est porté partie civile dans ce dossier, donc aurait toute légitimité pour demander à ce que l'enquête continue et des auditions complémentaires. Très bien. Professeur Alabo, avec ce nouveau rebondissement, les militants du PLD, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est moi-même ce que je pense, c'est que nous allons récupérer tous ces documents travaillés par Thomas. Une fois de plus, je voudrais l'en remercier et nous allons le remettre à notre avocat. C'est lui qui est notre conseil. C'est lui qui va nous dire que faut-il faire, comment se comporter devant une telle situation quand des éléments de cette nature-là doivent être versés, n'est-ce pas, dans les dossiers pendants devant la justice tchadienne. Ils vont nous dire le comportement qui doit être le nôtre. Moi, je ne suis pas juriste. Ce que je voudrais dire, c'est que les militants et les militantes du PLD, il y a une nouvelle affaire qui vient compléter ou qui vient de s'ouvrir. Quel est leur sentiment à la lecture des documents produits par Thomas Dietrich? Bon, c'est-à-dire que le document produit par Thomas vient tout simplement confirmer. Confirmer ce que, beaucoup savaient de manière implicite, que la justice tchadienne n'a pas voulu dire le droit. Voyez-vous, tout le monde, aujourd'hui, au Tchad, tout le monde sait que c'est Déby qui a envoyé les éléments des forces de défense et de sécurité le 3 février, enlever Ibni devant sa femme, ses enfants, ses voisins. Les éléments qui sont venus sont formellement identifiés comme des éléments qui lui sont proches. Donc, il a été amené à la présidence et il n'est plus ressorti.
Donc ça, là, pour nous, pour les militants, pour les lambda, n'importe quel Tchadien, mais tout le monde sait que c'est le pouvoir qui a enlevé Ibni et l'a fait disparaître. Mais il n'y a pas de preuve formelle pour le faire, il n'y a pas de preuve matérielle pour, n'est-ce pas, les démontrer. Donc, telle est la situation. Mais bon, c'est-à-dire pour nous, ça, ce sont des éléments complémentaires fournis par Thomas qui permettent tout simplement aux juges, compte tenu que le crime est un prescrit dossier, le juge sera tenu d'ouvrir le dossier pour encore l'examiner. Thomas, est-ce que vous avez bon espoir que cette affaire-là puisse rebondir? On a souvent tendance à croire que la justice française est indépendante. On le voit sur certaines affaires très compliquées. Je veux dire, Robert Boulin, ministre du Travail de Giscard d'Estaing, de suicider dans 50 cm d'eau en 1978 et toujours pas d'élucidation. Tous ces crimes politiques, je parlais du juge Borrell avant, qui a été tué à Djibouti dans d'obscures circonstances, n'ont jamais été élucidés alors que c'était des citoyens français. Moi, j'espère que la justice fera son travail, de quel côté qu'elle se soit. Normalement, ça serait au Tchad, puisque c'est aux Tchadiens d'abord de juger les responsables de la mort d'Ibni. Moi, je serais tout à fait favorable au fait que si des officiels français ont fauté dans la mort, ont trempé dans la mort d'Ibni, ben, qu'ils soient jugés au Tchad et qu'ils répondent aux crimes devant la justice tchadienne, puisque c'est les Tchadiens qu'on a privés d'un grand homme. Ibni était un Tchadien et fier de l'être. Il était un espoir pour son pays. Je crois qu'il rassemblait vraiment très largement dans la société tchadienne. Donc son crime, vraiment, Déby en avait peur. Hein. C'est pour ça que finalement sa mort est peut-être arrivée. C'est parce que je me souviens qu'en 2006, il avait dit Mahamat Nour, qui était chef rebelle, veut m'éliminer physiquement. Ibni Mohamed Saleh veut m'éliminer politiquement. Déby savait que Ibni, qui était quelqu'un de foncièrement droit, honnête, juste, était une menace par rapport à un régime corrompu, qu'ils n'étaient pas à recourir à la violence pour perpétuer son règne. Donc, moi, j'espère que peut-être un changement politique en France permettra à ce que la lumière se fasse, permettra aussi à la refondation des relations entre la France et le Tchad. Je veux dire, comment peut-on expliquer que près de 60 ans après l'indépendance d'un pays, on ait encore des milliers d'hommes qui soient français, soldats français, qui soient présents à N'Djamena pour protéger un dictateur, puisqu'ils luttent absolument pas contre le terrorisme. Hein. Ils n'ont pas de mandat pour lutter contre Boko Haram. Il n'y a pas de situation de guerre djihadiste comme il peut y avoir au Nord Mali. Donc, qu'est-ce que font nos soldats ici? Peut-être qu'un changement de régime, hein, je sais que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait que Barkhane parte, permettra de refonder les relations entre la France et le Tchad et surtout d'arrêter de soutenir des dictateurs qui n'honorent pas les valeurs de la France. Ça, c'est évident. La communauté des scientifiques, des mathématiciens et tout ça, eux qui sont un peu dans les arcanes, dans les pressions, dans les réseaux par rapport à cette affaire, quelle est leur réaction? Alors, bon, oui, peut-être, je sais pas, la Société mathématique de France a très longtemps s'est vraiment battue pour que la mémoire d'Ibni vraiment que justice soit rendue pour Ibni. D'ailleurs, c'est pas le premier mathématicien qui disparaît dans des circonstances assez troubles. Ben Barka était un mathématicien. Maurice Audin aussi, jeune Français torturé par l'armée française en Algérie, était aussi un mathématicien. Je sais qu'ils ont lancé un prix qui est décerné chaque année. Je crois qu'il a encore été décerné cette année, qui permet le prix Ibni Omar Mahamat Saleh, qui permet à un jeune doctorant de pays d'Afrique de venir faire son doctorat en France. On lui finance sa thèse. Donc, la Société mathématique de France est vraiment très impliquée. Ils n'ont pas de pouvoir de coercition par rapport à la justice, pas plus que je n'en ai moi, pas plus que qu'en ont les parlementaires. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des gens qui ont toujours maintenu allumée la flamme d'Ibni. Je pense aussi à Guy Laberty, qui était monsieur Afrique du PS, qui a écrit un livre. Je pense à son ami toujours Chantal Portillo, qui a écrit un recueil poétique. Ça fait partie de finalement ces étrangers-là qui se sont battus pour la mémoire d'Ibni, en plus de tous les Tchadiens et notamment du PLD qui, voilà, depuis des années, chaque année, organise des conférences pour rappeler que voilà, ce pourquoi Ibni est mort finalement.
Très bien, bon, ici, on va essayer de marquer une petite pause de 2 à 3 minutes et puis on essaiera de revenir sur la deuxième partie en essayant d'interagir avec les questions des internautes. Donc, à tout de suite et dans 2 à 3 minutes, je vous reprends à l'antenne.